Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence sur bien vivre avec son myélome au quotidien. Alors, je rappelle les directives pour le chat. Donc, selon si vous êtes sur l'application ou sur le navigateur, vous avez écrit soit discuter, soit chat. Donc, c'est là où vous nous dites bonsoir, d'où vous venez, ou si vous avez des soucis techniques. Et si vous avez des questions à poser donc aux médecins qui sont là, normalement, vous avez soit Q&R ou réponse ou questions-réponses, pardon, pour nous mettre les questions, comme par exemple Marie-Christine, merci d'utiliser le chat pour nous dire bonsoir. Et garder l'espace questions-réponses, c'est tout simplement pour que nos médecins présents puissent identifier plus facilement en fait vos messages et pouvoir vous répondre. On reste bien sûr disponible tout le long et je passe donc la parole à Viviane. Donc en même temps, je vous montre le planning pour vous présenter les intervenants de ce soir. Bonsoir à tout le monde. En réalité, ce soir, nous aurons une conférence consacrée à bien vivre avec son myélome au quotidien. Les intervenants seront le docteur Cécile Zontag, hématologue au CHU de Strasbourg, le docteur Margaret Macro, hématologue au CHU de Caen, et Audrey qui nous aidera au niveau technique, et aussi en backup, je vais dire, Laurent Gillot. Voilà. Bienvenue à tous et la suite à nos professeurs. Alors, J'avais le micro qui voulait pas se réactiver. On va légèrement Dommage. parler de Miellonette. Donc, si voilà. vous ne connaissez pas, c'est la plateforme de la F3M, tout simplement. Alors, il suffit de vous connecter ou de vous inscrire si vous avez un compte. Il suffit d'aller tout en haut à droite. Ça reste gratuit, disponible 7 jours sur 7. À l'intérieur, vous avez du contenu qui a été remasterisé en deux grandes parties, une partie médicale et une partie mieux vivre avec le myélome. Il y a aussi dans cette nouvelle version un forum, là où vous pouvez trouver des catégories et des réponses déjà un peu disponible pour que vous puissiez être plus à l'aise et discuter. D'ailleurs, dans ce forum, il y a des tuteurs. Chaque semaine, ils sont à deux à être en binôme et ils sont toujours prêts à répondre à vos messages. Donc, n'hésitez vraiment pas à participer. Et il y a aussi une FAQ, donc une foire aux questions, là où on reprend vos questions. Pendant les webconférences et on reprend les réponses des médecins et l'alimente après chaque webconférence. Euh, donc à chaque fois, il y a deux cycles de webconférences dans l'année. Donc un qui est après la JNM, d'ailleurs c'est celui-ci, et un qui est en mai-juin. Donc chaque année, voilà, c'est le même schéma et on est bientôt 1000 inscrits sur Miellonette. Donc merci en tout cas à vous de votre fidélité. Et justement, en parlant du contenu d'aujourd'hui de la webconférence, on a un contenu qui s'appelle Myélome et soins de support. Et donc vous pouvez voir un peu l'arborescence du contenu d'un cours pour vous donner pour vous donner une idée de ce qu'il peut y avoir et vous le consultez vraiment dans l'ordre là où vous voulez. On vous oblige pas à faire tout le contenu et si vous voulez, à la fin, à chaque fois, vous avez un petit quiz que vous pouvez refaire d'ailleurs plusieurs fois pour voir si vous avez évolué dans vos connaissances. Voilà. Hop. Du coup, on va voir les résultats de l'enquête et je laisse la parole. Docteur, Du coup, qui, pardon, laquelle des deux commence? je peux commencer si vous voulez. Là, le but ce soir, c'est de discuter ensemble
de votre ressenti. Et c'est clair que les résultats des enquêtes, ça nous aide toujours à voir quels sont les souhaits de nos patients. Et ça, c'est vraiment bien que la F3M puisse vous sonder un petit peu. On voit que la difficulté physique, c'est quelque chose qui apparaît en premier lieu, puisqu'il y a 87% des patients qui décrivent une difficulté physique, avec d'abord et avant tout la fatigue. Ça, c'est quand même le symptôme le plus fréquent, même devant les douleurs. Euh, et puis, les difficultés psychologiques et sociales, c'est clair que c'est une maladie qui peut isoler, avec un impact psychologique de la maladie, qui touche à la fois les patients, mais aussi les aidants. On a une altération de la qualité de vie, hein, vous dites, on dort moins bien, on est fatigué, le moral est aussi parfois altéré au moment du diagnostic et de la suite de la prise en charge. Ce que vous faites ressortir aussi au travers de cette enquête, c'est que vous avez besoin qu'on vous encourage parce que l'hématologue, il joue un rôle central dans la prise en charge des douleurs, que le médecin généraliste aussi, il participe. Donc, il faut qu'on crée une véritable équipe pour que on puisse vous aider à mieux vivre avec les traitements qui sont mis en route, à mieux supporter les effets secondaires, à adapter les doses de nos médicaments, à pouvoir faire du sur-mesure pour la plupart d'entre vous. Donc, clairement, il faut que on puisse avoir une équipe entre les infirmières, la psychologue, la kiné, de manière à pouvoir vous écouter et puis adapter notre traitement au mieux. Parfois, à vous dire qu'il faut supporter certains effets secondaires et d'autres fois, il ne faut pas les supporter du tout. Il faut qu'on adapte notre traitement pour pouvoir, enfin, faire en sorte que vous puissiez faire les cycles les uns après les autres avec la meilleure qualité de vie possible. Donc, c'est important qu'on vous sonde et puis on voit que on a un rôle à jouer avec vous de manière à pouvoir améliorer votre qualité de vie au maximum. Oui, et pour compléter, il n'y a que l'équipe locale qui peut vraiment vous renseigner parce que comment dire, l'accès au centre de support, à la PA dont on reparlera tout à l'heure, tient vraiment compte des ressources locales. Même si maintenant c'est de plus en plus homogène, c'est vrai que dans tous les CHU, on a accès aux psychologues, on a accès aux thérapies, enfin autres que médicamenteuses, donc qui aident aussi énormément. On va peut-être en discuter tout à l'heure petit à petit. Donc c'est vrai que l'hématologue est au centre, mais il y a toute l'équipe locale, les APA, les psychologues, toutes les infirmières qui peuvent vous aider, vous renseigner, donc les médecins de réadaptation. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à poser la question sur les ressources locales. Viviane, est-ce que vous voulez intervenir, commenter? Non, en fait, maintenant, au niveau de ce que vous venez d'expliquer, effectivement, le fait d'être entouré par une équipe multidisciplinaire, ça aide énormément. Le rôle des généralistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Dr Zontak, ils font le lien et aussi l'infirmière de liaison qui est très importante aussi pour ne pas déranger toujours le médecin, l'hématologue qui vous suit. Quand on a des questions ou simplement une inquiétude, on peut la contacter à tout moment. Et ça, c'est super important quand on a un problème. On a toujours peur que ce soit une rechute ou que ce soit un ressenti qui soit alarmant. Donc voilà, c'est l'importance de toute une équipe et non pas seulement d'une seule personne. Donc Donc là, maintenant, sur la diapositive, oui, on voit bien que c'est la difficulté surtout d'ordre physique qui sont au premier plan, hein, parce que ça fait pas loin des 2 tiers, essentiellement chez les patients en cours de traitement, puisque malheureusement les traitements qui sont très efficaces ont aussi des effets secondaires, alors que un peu moins, hein, on tombe au-dessus de 50% s'il n'y a plus de traitement, mais vous voyez que même lorsqu'on n'a pas de traitement, on garde quand même les difficultés, qu'elles soient physiques, psychologiques, à chaque fois on vous met, et même à la limite, vous voyez, entre les difficultés d'ordre physique, les patients sont moins fréquents à se déclarer avec ces difficultés sans traitement, alors que les difficultés psychologiques persistent. Alors, il n'y a pas de différence statistique, comme on dit, mais que ce soit sous traitement ou sans traitement, les patients disent toujours que de toute façon, elles restent avec cette charge, avec ce poids de la possibilité de la rechute. Et donc, hum, même quand il n'y a plus de traitement, ah, je plusieurs crois que années, de toute façon, ils y pensent. Et à chaque consultation, ça réactive ces pensées. Voilà. Donc, lié au exact. traitement, de toute façon, bon, forcément, quand on est sous traitement, on en a un peu plus que quand on n'est pas sous traitement.
Et donc tout cela fait qu'il y a effectivement le traitement, vous avez peut-être déjà participé aux webconférences antérieures, donc on vous a appris à reconnaître la maladie, les symptômes, on vous a expliqué les traitements, on vous a expliqué que c'est la maladie qui a le plus fait, c'est ce que je dis toujours aux patients, de progrès ces 30 dernières années. Maintenant, avec l'arrivée des immunothérapies, on se dit qu'un jour, on n'aura même plus de protocole de recherche parce que les progrès sont tellement importants qu'il faudra 20 ans, 30 ans pour essayer de montrer une différence. Donc, c'est pour ça qu'on se penche actuellement, ce qu'on ne faisait pas il y a quelques temps, quand les patients vivaient moins longtemps, avec la prise en charge de ce qui est à côté de la maladie, des conséquences psychologiques, des conséquences physiques, et que ce chapitre, bien vivre avec la maladie, ou même vivre avec l'idée de la maladie en rémission, devient de plus en plus important. Laurence, si vous voulez compléter, ou Viviane. Mais je confirme qu'en fait, même sans traitement, ce qui est mon cas actuellement depuis 2023, la fatigue, elle est toujours là. Et comme vous dites, la maladie est toujours dans un coin de la tête. C'est pour ça que je disais, quand on a la moindre petite douleur ou un ennui quelconque, on pense tout de suite à un problème de rechute, quoi. Mais là, bon, c'est là-dessus qu'il faut jouer une fois que le gros des traitements est passé. Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, Viviane, c'est vrai que soulignait Margaret, la peur de la rechute, c'est sans doute un élément important des difficultés psychologiques quand on est sans traitement. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle il faut là aussi apprendre à vivre avec cette possibilité de rechute, mais c'est quelque chose qui doit jouer pas mal. Sur l'enquête, franchement, je le disais tout à l'heure hors antenne, j'allais dire que je la trouve, elle est de ces dernières années, l'année entre 2023 et 2025, la 2025 est plus positive que la 2023. Les gens sont plutôt globalement plus positifs, hein. Il y a toujours des difficultés importantes, tant pour les malades que les aidants, mais on voit bien que les choses s'améliorent. Et aussi, on voit l'importance avec tant Margaret que Cécile, l'importance de tout ce qui est soins de support, tout ce qu'on peut faire avec pour bien vivre avec la maladie, quoi, hein. Ces questions-là sont de plus en plus, et ce qui est, je trouve, hein, pour participer depuis quelques années à tous les congrès de l'IFM, la question des soins de support, de vivre avec la maladie, aujourd'hui, c'est une question que vous, médecins, vous pouvez aborder de manière un peu plus sereine parce que on n'est plus dans l'urgence de faire tomber le pic, de résoudre des problèmes de maladies qui s'expriment fortement. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort pas mal dans l'enquête. Ben, c'est la réalité, en fait. Quand on n'a plus la maladie, on a les à côté. Tout à Et fait. la vie reprend son cours normal avec les difficultés qu'il faut surmonter, mais on a envie de revivre tout à fait normalement. Il faut accepter qu'on a une petite diminution dans ses capacités, ça dépend un peu de l'âge aussi, mais il faut pas hésiter à se faire aider. Et juste pour compléter, Margaret, par rapport à ce que tu disais sur l'importance des équipes, et à quand, je suis bien placé pour le savoir, il y a l'équipe de la douleur, hein, de l'équipe mobile, de l'équipe de la douleur, et il y a dans tous les CHU, et qui aident les équipes, les centres antidouleurs, qui vous aident beaucoup, hématologues, à gérer la douleur quand la douleur est importante, et avec pas seulement les médicaments, mais aussi avec de l'hypnose, avec du soin L'acupuncture. esthétique, avec l'acupuncture, avec une approche globale qui est vraiment essentielle, et en collaboration avec vous, hématologues. Il y a aussi les groupes de parole, hein. Enfin, on en a Ah été ouais. pionniers à Caen, qui sont très très importants justement quand ils sont animés par quelqu'un qui a l'habitude, pour laisser la parole s'exprimer, et toutes ces choses, tous ces problèmes dont on parle, du vécu, il n'y a pas que les traitements médicamenteux, il y a aussi la parole qui est importante. Tout Donc à là, fait, ouais. je sais pas, Cécile, tu veux commenter la diapositive sur Les soins les soins complémentaires. complémentaires? Effectivement, dans la prise en charge, je pense que les soins complémentaires, c'est à mon avis, l'élément clé pour que le patient lui-même il puisse reprendre les rênes de sa prise en charge. En fait, je trouve que
pour voir en consultation beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a une réelle envie, il y a un réel besoin de faire par soi-même. Et les soins complémentaires, il faut que ce soit quelque chose qui soit utile. Il faut quand même vous mettre en garde du fait que vous avez aussi des gens dont le but est plus de faire fondre votre porte-monnaie que de vous aider. Et ça, c'est parfois assez difficile de faire, de détecter qui c'est qui est un charlatan et qui c'est qui n'en est pas un. Moi, je vois que parfois, en toute bonne foi, les patients se disent pourquoi pas, je vais tester. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a pour seul et unique but de vous faire revenir et de vous faire payer très cher, j'ai envie de dire, réfléchissez-y à deux fois parce que il y a des charlatans qui vont utiliser votre angoisse pour se faire du beurre. Donc, les soins complémentaires, je pense que c'est tout ce qui va renforcer votre immunité, renforcer votre masse musculaire et vous aider à mieux manger. Déjà, si vous faites ça, c'est déjà beaucoup. Et après, il y a des soins complémentaires qui vont plus être sur l'image de soi. Et ça peut paraître anodin, mais je crois que parfois c'est drôlement intéressant de C'est retrouver sûr. une bonne image de soi, donc comme la socio-esthéticienne, comme des soins de massage, de bien-être. Et ça, c'est pas anodin en fait. Quand on apaise un peu l'inquiétude ou qu'on remonte l'estime de soi, eh ben, on se sent plus apte à faire des choses et à mieux vivre le quotidien de la maladie. Donc je pense que ça, c'est drôlement important. Prenez des conseils auprès de la F3M. Je pense qu'on peut vous aider à déceler le bien du pas bien pour que vous ne tombiez pas dans les griffes de gens qui vont juste avoir pour but d'augmenter leur clientèle parce que souvent, ce n'est pas de la patientèle. Et il y en a aussi. Faites attention aux choses qu'on achète sur Internet parce que C'est ce que je vais dire. ouais, quand on vous vend Mont et Merveille en disant qu'avec on va vous désintoxiquer, ce que j'entends, il suffit de prendre un comprimé par jour et il n'y a plus besoin de se bouger. Tout ça, c'est faux en fait. C'est sûr que ce serait plus facile si on pouvait prendre un comprimé et puis tous les effets secondaires disparaissent ou bien la masse musculaire apparaît. Non. Tout ce qui est soins complémentaires, c'est souvent des soins qui doivent être répétés en petite quantité tous les jours, faire attention tous les jours au repas qu'on prend, faire attention tous les jours à garder une forme d'activité physique. Ça demande de l'effort, c'est vrai, mais ça paye. Je pense que c'est surtout ça pour ça qu'on doit vous convaincre ce soir, c'est que les soins complémentaires, ça va à la fois agir sur votre morale et agir sur votre forme globale, et c'est important. Je crois qu'il faut garder le rythme. Oui, voilà. Alors, Alors, il y a aussi. les soins de support. Alors, je vais attaquer, je réponds juste aux questions. Ah, on attaque déjà l'homéopathie. On va peut-être Je suivre m'en un peu charge. le déroulé du programme. Donc, il faut d'abord définir, enfin, on a déjà défini un petit peu les soins de support, mais ça correspond vraiment à une définition qui a été proposée par l'AFSOS. Donc, c'est l'ensemble, je crois qu'une diapositive, on reprend la définition de tout ce qui, de soins, des soutiens qui sont nécessaires non seulement aux malades, mais aussi parfois aux aidants, en plus ou parallèlement ou après les soins spécifiques. Et les soins spécifiques, c'est le traitement, en l'occurrence de la maladie du myélome, que ce soit la chimiothérapie, l'immunothérapie, la greffe et j'en passe. Mais en tout cas, c'est tout ce qui prend en charge les à côté et notamment les effets secondaires, comme disait Cécile tout à l'heure. Donc, le but étant de ne pas les négliger maintenant que les traitements sont prolongés et qu'ils entraînent beaucoup de progrès sur la survie et d'assurer une meilleure qualité de vie puisque en dehors de la maladie, maintenant quand la maladie est en rémission, c'est la qualité de vie qui devient le sujet important de préoccupation des patients et aussi des aidants. Et on vous liste ici quelques exemples. Donc, on a parlé de l'hypnose. Il y a aussi l'auto-hypnose chez des personnes qui sont sensibles. On a quelqu'un qui intervient une fois par semaine qui teste les patients. Et s'ils sont sensibles, ils peuvent après se prendre en charge à domicile avec l'auto-hypnose. Il y a effectivement la réflexologie plantaire. Il y a l'activité physique adaptée dont le docteur Sontag va vous reparler longuement tout à l'heure. Il y a les groupes des paroles que j'ai cités tout à l'heure. En fait, il y a plein de ressources, mais ces ressources sont très dépendantes donc, de l'endroit où vous êtes pris en charge. Et donc, c'est pour ça que j'insistais sur le fait de faire appel à l'équipe locale parce qu'elle sait
elle connaît les, toutes les ressources dont elle dispose. Alors, on va refaire un petit tour en arrière, même si vous en avez entendu parler au cours des webconférences précédentes. Non, non, c'était, voilà, merci Audrey, elle me comprend maintenant. Les atteintes du myélome. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tous ces symptômes? Ben, vous savez que le myélome se développe dans la moelle osseuse, et par définition, la moelle osseuse est dans les os, notamment dans le sternum, les vertèbres, les côtes et les os longs. Et donc, le premier symptôme du myélome, le plus fréquent, en tout cas au diagnostic, c'est la douleur osseuse. Une douleur qui, au départ, est une douleur qu'on peut négliger en se disant bah, c'est de l'arthrose, j'ai fait un faux mouvement, mais qui devient de plus en plus importante, qui est persistante, qui échappe au traitement, au calmant habituel. Et donc, dans le myélome, il y a une résorption de la masse osseuse. Donc, les cellules de la maladie détruisent l'os, ce qui fait qu'il devient plus fragile. Et que, donc, on a ces trous, ce qu'on appelle l'ostéolyse, et aussi des tassements de vertèbres, des fractures pour un traumatisme qui est peu important. Et donc, on prend en charge, bien sûr, cette atteinte osseuse en traitant le myélome. C'est en traitant la maladie, en la mettant en rémission, que cette atteinte s'arrête. Sinon, les complications osseuses sont de plus en plus importantes. Mais même quand la maladie est en rémission, le squelette a accumulé une fragilité. Il y a une perte Exact. de l'atteinte osseuse. Donc, on peut continuer, par exemple, à faire des fractures ou des tassements de vertèbres, alors même que la maladie est quiescente, qu'elle est en rémission. Et ça, les patients, parfois, ont du mal à comprendre. Et donc, effectivement, comme disait Viviane tout à l'heure, bah, une douleur osseuse, c'est tout de suite, est-ce que c'est la rechute? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Donc, il faut prendre en charge cette atteinte osseuse qui peut rester douloureuse, même enfin, des années après le diagnostic de la maladie, alors que la maladie, comme je disais, est en rémission. Il y a des patients, par exemple, qui ont des tassements de vertèbres étagés, qui restent douloureux parce que la mécanique du squelette ne se fait plus de façon normale. Et donc, il faut essayer de trouver tous les traitements antalgiques, la physiothérapie, enfin, tout ce qui peut soulager ces douleurs. Alors, l'anémie, elle, ce qui est donc le A du critère CRAB, donc maintenant on la prend en charge même avec les facteurs de croissance érythrocytaire, mais on n'en a pas besoin très très souvent dans le myélome parce qu'elle dépend vraiment de la maladie, du développement des plasmocytes. Et quand on contrôle la maladie, elle récupère, sauf si on utilise des traitements, mais c'est plus souvent dans les rechutes qu'au diagnostic, qui eux-mêmes font baisser l'hémoglobine. Par exemple, les inhibiteurs du protéasome comme le carfilzomib peuvent entraîner de l'anémie, donc on peut donc y remédier par la prescription de facteurs de croissance. Mais il faut surveiller le chiffre d'hémoglobine. Donc ça, c'est le A. Le R, c'est le rein, donc c'est l'insuffisance rénale. Donc, c'est malheureusement qui ne donne pas de symptômes, mais qu'on surveille en faisant la prise de sang sur le chiffre de créatinine. Et il faut surtout éduquer les patients, À ainsi que boire. les médecins, pour la prévention, c'est-à-dire bien boire, éviter toutes les drogues qui sont toxiques pour le rein, notamment il y a certains antibiotiques, les diurétiques, les anti-inflammatoires. Et ça, bah, quand on a mal, on a tendance à prendre des anti-inflammatoires. Donc, il faut toujours Pas bien. par des cures très courtes, jamais prolongées, jamais trop longtemps, et vraiment bien s'hydrater. Parce que perdre de la fonction rénale, c'est toujours embêtant et ça complique un peu la prise en charge thérapeutique, les traitements. Il y a aussi un facteur de risque qui ne fait pas partie des critères CRAM, mais on sait que le myélome fait partie des maladies qui favorisent les thromboses. Les thromboses, c'est quand un vaisseau se bouche, et en l'occurrence, c'est plus des thromboses veineuses, ce qu'on appelle des phlébites. Donc, les traitements en plus, malheureusement, comme la dexaméthasone et surtout les immunomodulateurs, vous avez entendu parler peut-être du Revlimid ou l'énalidomide, du thalidomide avant, du pomalidomide maintenant. Enfin, c'est toute la famille qui est un facteur de risque supplémentaire en dehors de la maladie pour la thrombose. Donc, il faut recourir aux traitements préventifs et notamment les anticoagulants. Alors maintenant, on a fait un énorme progrès parce que avec ces traitements-là, on donne plutôt des anticoagulants oraux, donc ça fait un peu moins de piqûres. Alors que jusqu'à il y a quelques temps, comme l'aspirine n'était pas suffisamment efficace, on devait recourir aux injections d'héparine bas poids moléculaire. Donc là, avec les nouveaux anticoagulants, l'apixaban pour ne pas le citer parce qu'il n'est pas éliminé par le rein, le traitement, la prévention de la thrombose est beaucoup plus simple et plus sympa pour les patients. Les infections, ben, on en parlait tout à l'heure, on est en pleine épidémie et on n'en finit pas.
Donc, Oui, il y a la grippe, il y a le Covid, il y a tous les virus, mais il y a aussi la pneumopathie à pneumocoque, laquelle les patients avec myélome sont plus sensibles. Maintenant, on parle aussi du zona. Donc, la prévention repose sur l'antibioprophylaxie, les antibiotiques qu'on donne systématiquement avec les traitements. Donc, c'est vrai que ça vous fait une liste de traitements à prendre conséquents parce qu'entre la prévention de la thrombose, l'amoxicilline, le valacyclovir, le Bactrim, ça fait beaucoup de choses à prendre. Mais il faut vraiment éviter les infections, d'autant plus que les traitements actuels peuvent, notamment en cas de rechute, par exemple avec l'immunothérapie et les bispécifiques, favoriser ces infections. Et puis on insiste énormément, énormément, et surtout en saison hivernale, sur les la vaccins. vaccination. Et cette année, on sait que le vaccin n'est pas très efficace parce que malheureusement, on a un mutant pour la grippe, mais il faut de toute façon recourir au vaccin pour la grippe, pour le pneumocoque. Pour le zona, c'est un Covid. peu plus discuté parce que tant que les patients sont sous traitement qui favorise ces infections, il y a aussi l'herpès. Donc, on conseille toujours de poursuivre le valacyclovir. Et ces vaccins doivent être faits le plus tôt possible, même avant, si on peut, le début de tout traitement, et en tout cas avant l'immunothérapie, parce que l'immunothérapie empêche les cellules normales de fabriquer des anticorps. Donc, si on fait un vaccin, la réponse qu'on appelle vaccinale est beaucoup moins importante et les vaccins ne sont plus aussi efficaces qu'à mon traitement. Et enfin, la neuropathie est malheureusement Ah, parfois associée au myélome, mais surtout liée à nouvelle 4. certains traitements, et notamment aux inhibiteurs du protéasome, hein, le Velcade notamment, pour ne pas le citer, le protéasomime, qui donne une neuropathie douloureuse. Donc les patients s'en plaignent parce qu'ils ont des douleurs. Et il faut vraiment y faire attention. Les médecins sont sensibilisés. On doit poser la question si le patient ne pense pas en parler, parce que très vite, il faut diminuer les doses. Sinon, après, on se retrouve avec des neuropathies sévères et dont la récupération est plus difficile. On abordera sûrement le traitement, la prise en charge, qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile parce que la douleur, la neuropathie est une douleur très, très, très particulière. Ben voilà, on passe au chapitre douleur. Donc, oui, Laurent. Juste Margaret, par rapport, je sais que c'est un sujet que tu mets souvent en avant, mais là, tu viens de nous faire une liste de médicaments qu'un malade doit prendre, enfin, assez importante. Et le risque, parfois, enfin, moi, j'ai des malades qui disent, bah, moi, je vais diminuer telle dose, c'est trop fort pour moi. Le malade qui bricole un peu ce qu'il Mm. prend et qui n'a pas une observance pour, euh, pour essayer de baisser ses effets indésirables va jouer avec ces doses de médicaments. C'est sans doute pas une bonne idée, me semble-t-il. Non, non, et c'est pour ça qu'on préfère nous savoir Ce qu'on a. discuter pour convaincre le patient plutôt que le patient se dit, oh bah, finalement, bon, le Velcade, il ne peut pas le diminuer parce que c'est injectable, c'est l'infirmière Ouais, qui le fait, mais il pourrait éventuellement diminuer le Revlimid, enfin d'autres médicaments qui sont efficaces, sont l'accord. Je dois dire que bah, je me fais peut-être des illusions, mais je n'ai pas l'impression que cela soit si fréquent que ça. Euh, d'accord. les patients, enfin, quand la relation de confiance s'installe, on parle, enfin, en tout cas, parle facilement, je trouve, de leur réticence à prendre des médicaments. Et après, c'est le travail de l'hématologue de voir à quoi sont dues ces réticences, expliquer les bénéfices et le risque, parce qu'en médecine, malheureusement, c'est toujours comme ça. Quand on prescrit un traitement, c'est un rapport bénéfice-risque. Et si on explique bien, je pense que l'adhésion, après, je ne dis pas que c'est 100%. Hein. J'ai appris l'autre jour d'un patient qui est sympa comme tout, qui m'a dit qu'il avait arrêté le valacyclovir parce qu'il en avait ras-le-bol. Donc, je lui ai expliqué que bah, le risque, c'était qu'il fasse un zona, que le zona, c'était trop douloureux, que ça allait durer des mois, et maintenant, c'était à lui de voir. À un moment, il faut responsabiliser aussi les patients. Les patients doivent se prendre en charge. Comme disait le docteur Santac tout à l'heure, pour participer à la prise en charge de la maladie et là, de la qualité de vie, c'est la même chose. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, les listes de traitements à prendre, il y a les médicaments pour la maladie, il y a les médicaments qui préviennent les effets secondaires, les médicaments qui préviennent les infections. Donc, ça en fait beaucoup à prendre. Donc, on comprend parfois que le patient ait du mal tout avaler. Et on peut faire appel parfois à des thérapies alternatives non médicamenteuses, mais il faut savoir que
les médicaments restent quand même la base. Faire de l'hypnose sans antalgique ou faire une prise en charge de thérapie alternative sans prendre des médicaments qui contrôlent la douleur de la neuropathie, bah, ça me paraît compliqué. Après, je sais qu'il y a des patients qui sont réfractaires, comme il y a des patients qui sont réfractaires au vaccin, mais encore une fois, notre rôle, c'est d'expliquer les risques encourus, d'essayer de convaincre, et après, bah, on ne peut pas tout, hein, mais Mm. il y a Moi, je rajouterais une aussi, responsabilité du patient. Tout à Marie, fait. qu'il y a certains médicaments qui malheureusement souffrent d'une mauvaise réputation ou d'une bonne réputation. Et parfois, c'est compliqué. Euh, quand la maladie démarre et qu'il y a des douleurs très aiguës, parfois il y a besoin des morphiniques et il y a Mmh. des patients qui vont dire non, non, de la morphine, si j'en prends, je vais mourir, comme si ce médicament-là était associé à véritablement une catastrophe. Et en revanche, les anti-inflammatoires qui sont vraiment très mauvais dans le myélome, alors ils sont efficaces, mais ils sont toxiques pour le rein, ceux-là sont dans beaucoup de pharmacies et sont considérés comme un médicament lambda qu'on peut prendre de façon sans ordonnance, qu'on va prendre facilement, avec des dégâts parfois vraiment réels sur la prise en charge, avec des insuffisances rénales qui sont liées à la prise d'anti-inflammatoires. Donc je pense que c'est important que les gens ils s'informent et que non, ben, quand on prend un ibuprofène, bah, c'est pas une bonne chose et que Mm. les morphiniques, bah, on peut les commencer et les arrêter. Que c'est pas parce que si on prend a besoin à un moment de morphinique, on va devenir toxicomane et qu'on pourra Ça pas les dépend, ouais. arrêter. Il y a des périodes dans la prise en charge du myélome où par moment on a besoin de certains médicaments et on va pouvoir les arrêter dès qu'on contrôle mieux la maladie et qu'on a moins de douleur. Moi, je pense que c'est important de rappeler que ces médicaments-là, il faut être vigilant au fait que, comment dire, il y a certains médicaments qui vont être indispensables à certains moments, et puis il y en a d'autres qu'il faut clairement retirer de la pharmacopée ou de la pharmacie familiale, parce que l'anti-inflammatoire, c'est pas un bonbon qu'on va prendre quand on a un peu de douleur, clairement. Mm. À propos des anti-inflammatoires, une petite remarque. Si vous êtes hospitalisé pour toute autre chose, j'ai eu le cas, une hospitalisation en chirurgie, en neurochirurgie, bien marqué, pas d'anti-inflammatoire dans tous les dossiers. Ce qu'on m'a apporté le lendemain de l'intervention, l'infirmière s'amène, anti-inflammatoire. Oui, parce que c'est le Alors là, traitement classique de la douleur, ouais, ben voilà. voilà, on ne s'occupe pas de la maladie qui est derrière. Ouais. Parce qu'on ne la Donc, connaît pas il f- forcément dans voilà. les milieux chirurgicaux, hein, donc, mais c'est vrai que si vous avez une opération parce qu'il y a une Ben, restriction j'avais une hernie discale, tout cardiovasculaire, simplement. mm. Non, non, c'est pour ça que le patient doit être, Vigilant. c'est ce que fait le MOOC, Milonet, être vraiment partisan de sa prise en charge, parce que Oui, les médecins ne connaissent pas tout de la maladie, des conséquences. Donc là, exact. cette diapositive, en fait, c'est juste pour rappeler que les douleurs peuvent être de causes multiples. Donc on a parlé de l'os, des fractures, de l'ostéolyse liée à la maladie. La phlébite, ça peut donner de douleur, hein. Si vous avez mal au mollet, il faut le signaler parce qu'on fait un écho-doppler. Même sous traitement préventif, même sous anticoagulant, parfois, on peut développer une phlébite. Donc, ça diminue énormément, énormément le risque, hein. On est tombé à 3% alors qu'on était à 10-15% avant les anticoagulants. Mais le risque zéro n'existe pas en médecine. Donc, si vous avez une douleur au mollet, il faut le signaler. Et puis, bah, les douleurs les plus difficiles à traiter, c'est vraiment les brûlures de la neuropathie, hein. On va revoir un petit peu ce dont on dispose. Alors, il y a aussi, ça c'est les douleurs physiques, mais il y a la douleur morale, le fait d'être malade, d'être diminué, de se sentir bah, menacé, hein, par la maladie, puisque ça a remis en question le pronostic vital initialement. Puis même quand elle est en rémission, avec les conséquences, les séquelles des traitements, on a du mal à accepter de ne pas pouvoir vivre comme avant, hein. Donc la douleur morale, il faut aussi la prendre en compte. Donc, il faut bien sûr traiter, ça c'est un principe, la cause de la douleur quand on peut. Par exemple, s'il y a une fracture, ben, il faut opérer. Il y a la radiothérapie qui est aussi un très bon traitement Mhm. des atteintes osseuses qui n'ont pas d'indication opératoire et qui a un effet antalgique qui est très très rapide, qui peut diminuer rapidement les douleurs. Et donc, comme disait tout à l'heure le temps son tag, donc il y a les antalgiques de palier 1, c'est le paracétamol, que tout le monde connaît. Il y a les morphiniques, donc auxquels il faut savoir faire appel au début. Et comme elle vous l'a dit, il n'y a pas d'accoutumance si le besoin est réel. Il faut adapter les doses à la diminution des douleurs. Maintenant, plus on a des morphiniques, enfin, action immédiate, action retardée. Enfin, c'est vraiment des médicaments
que les médecins savent manipuler et il n'y a pas de risque d'accoutumance, encore une fois, si on est bien suivi, qu'on adapte les doses à l'intensité de la douleur. Et puis entre les deux, c'est ce qu'on appelle le palier 2, donc c'est des associations avec de la codéine, enfin, qui peuvent rendre service parfois. Les médicaments, non-médicaments, on a parlé de l'hypnose tout à l'heure, donc il faut y être sensible et avoir aussi la personne ressource pour s'auto-éduquer ou pour enfin, faire les séances d'hypnose. Et puis, on vous a mis quelques traitements. Alors, les douleurs neurologiques, on les traite parfois avec des médicaments qui étonnent un peu parce qu'on fait appel, par exemple, à des médicaments antidépresseurs, qu'on appelle notamment les tricycliques, mais parce qu'ils sont efficaces dans ces douleurs. Des patients peuvent être déprimés, mais même en dehors de toute dépression, les doses utilisées, qui sont plus faibles, visent à traiter la douleur neurologique. La gabapentine aussi peut être efficace. Donc, il faut la tester dès qu'il y a des douleurs neurologiques. Et puis, il y a des techniques qui sont justement utilisées par l'équipe de la douleur, comme l'application de patchs de capsaïcine. La capsaïcine, c'est le principe actif qui est dans le piment, donc qui peut traiter la neuropathie. Il y a aussi des électrostimulations, ce qu'on appelle le TENS. Donc, il y a beaucoup de techniques. Donc, on a un traitement de base, mais je sais que partout, les hématologues, on voit que la douleur devient chronique, rebelle au traitement classique, font appel aux équipes mobiles de la douleur et avec des consultations donc régulières. Il y a les médecins, il y a les infirmières, il y a les psychologues, enfin tous dans la même équipe, donc ils peuvent prendre en charge aussi bien la douleur physique que la douleur morale. Et ça a vraiment changé la prise en charge là, dans les services d'hématologie et l'arrivée de ces équipes de la douleur. Après, je pense qu'on doit passer à l'asthénie. Non, la neuropathie, voilà, bah on y revient. Ah, La neuropathie, on en a parlé déjà tout à l'heure, donc c'est vraiment les immunomodulateurs et ouais, notamment le thalidomide qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant parce qu'on a des traitements plus efficaces et mieux tolérés, comme le lénaludomide et le pomalidomide. Et puis les inhibiteurs du potassium, donc c'est surtout le Velcade ou bortezomib parce que le carfilzomib donne moins de neuropathie, il a été développé pour ça. Donc les douleurs sont particulières, c'est souvent des espèces de décharges, des sensations de brûlure, et il y a aussi les troubles de la sensibilité, des fourmillements. Les patients décrivent aussi l'impression de marcher sur du coton, sur des cailloux. C'est vraiment des sensations bizarres. Et il y a un questionnaire donc, où on pose des questions sur les symptômes douloureux et on sait tout de suite si ce sont des douleurs plutôt évocatrices de neuropathie, si la réponse est positive à 4 items. Donc la neuropathie est surtout sensitive, plus rarement sensitivo-motrice, c'est-à-dire il y a en plus un déficit moteur. C'est vraiment les troubles sensitifs qui handicapent les patients. les mains. Voilà, ça commence souvent, c'est bilatéral, symétrique, distal. Ça commence par les orteils et puis ça peut toucher aussi les doigts et les mains. Donc le thalidomide, on peut en parler, mais en fait on l'utilise plus beaucoup. C'est une neuropathie qui survient au fur et à mesure, avec l'accumulation des doses. Alors qu'elle ne régresse pas. Moi qui suis une ancienne dans le myélome, j'ai vu des patients arriver enfin, avec le thalidomide, on n'avait que ça à l'époque, avec des neuropathies qui étaient enfin, très très handicapées pour la marche, des grades 4 comme on dit. Alors que la neuropathie au Velcade, au bortezomib, d'abord, on en voit beaucoup moins depuis qu'on l'utilise en sous-cutané, ça fait longtemps, mais au départ, c'était intraveineux. Elle n'est pas dépendante de la dose et survient chez des patients, on sait pas trop, il n'y a pas de facteur de risque pour la prédire. Et puis, vraiment, elle est douloureuse. Donc, comme je disais tout à l'heure, les patients s'en plaignent, on ne peut pas passer à côté. Hein, et donc, il faut la détecter très vite pour pouvoir diminuer les doses ou espacer les injections. Donc, prévenir l'aggravation, parce que si elle est peu importante, elle a plus de chances de récupérer complètement. Mais parfois, il restera toujours des séquelles, des sensations bizarres dont les patients se peignent même des années après, hein, Oui, c'est mon cas. malheureusement. Et quand c'est des symptômes déficitaires, on n'a pas, autant sur la douleur, on peut jouer, autant sur les fourmillements, les sensations bizarres, on n'a pas de traitement du tout efficace. Que dire de la fatigue, Alors, on doit y être, ça doit être la diapositive d'après, non? je pense, oui. Voilà. Bon, la fatigue, en fait, il y a très peu de choses parce que c'est le symptôme Majeur. essentiel, le symptôme majeur, même qui, pour les patients, vient même avant les douleurs.
et les causes sont multiples. Alors, quand il y a une anémie, on a une explication médicale simple. On dit c'est normal puisqu'il y a moins de transporteurs d'oxygène, donc les muscles sont euh, en attente d'oxygène, donc ça s'explique la fatigue physique, on va dire. Elle peut être liée aussi au traitement et les inhibiteurs du protéasome peuvent fatiguer, le carfilzomib peut fatiguer. Les immunomodulateurs sont vraiment réputés pour entraîner la fatigue, les demi-Revlimid, c'est pour ça qu'on les prescrit plutôt le soir. Ils peuvent donner un peu de somnolence, donc il vaut mieux les prendre le soir. Mais les causes sont multiples. Alors, la fatigue, c'est aussi parce qu'on dort mal, parce qu'on a mal, ou parce qu'on pense à la maladie, au traitement. Et les troubles du sommeil sont vraiment très, très, très fréquents à n'importe quelle étape de la maladie, au diagnostic, bien sûr, mais aussi ensuite au moment des rechutes ou pendant tout le traitement, parce qu'on se pose des questions sur l'efficacité du traitement, sur les conséquences, sur les effets secondaires. Donc, tout cela participe à la fatigue. Alors, comment la prendre en charge? C'est un petit peu comme tout. Quand on connaît la cause, c'est plutôt facile. Les troubles du sommeil, bon, il faut parfois recourir aux hypnotiques, on n'a pas le choix. Mais il y a aussi à nouveau les thérapies non médicamenteuses comme l'hypnose. Donc, si on corrige les troubles du sommeil, on sera moins fatigué. Si on corrige l'anémie, on sera moins fatigué. Et puis, il y a une fatigue un peu générale, diffuse, qui persiste même parfois quand il n'y a plus de traitement. Et le docteur Sontag va vous reparler tout à l'heure. Cette fatigue-là, elle est vraiment sensible à l'activité physique adaptée. C'est vraiment le remède, on va dire, miracle, auquel les médecins ne croyaient pas trop au début. Mais quand on voit le résultat, quand la prise en charge est faite correctement avec des intervenants qui ont l'habitude de prendre en charge le myélome, les résultats sont vraiment spectaculaires, hein. Comme elle disait tout à l'heure, et comme elle va le redire, c'est une demi-heure par jour. Alors au début, on est réticent, on n'a pas envie, et puis quand on en voit les bénéfices, on le fait. Mais ça, je vais la laisser en parler, sinon C'est vous qui allez elle sait parler. beaucoup mieux que moi. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il faut proposer l'activité physique? Cécile, je te laisse la parole. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Là, le but, c'est d'essayer de vous convaincre à pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'activité physique adaptée. Vous Non, arrivez à me voir? C'est bon? on Non, n'a pas pas encore ton encore. écran. Ah, pardon. Il faut repartager. Il faut repartager. Oui, Voilà, si je fais comme ça, c'est bon? là, Voilà, normalement, c'est bon. Voilà. c'est bon. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'activité physique adaptée? Alors, euh, pour remettre un peu dans l'historique, moi, franchement, au début, c'était pas quelque chose c'était pas mon point d'intérêt parce que, comme tout hématologue, le but, c'était au début que les gens puissent avoir un traitement, que le traitement marche. Et puis, au fur et à mesure des progrès dans le myélome, je me suis rendu compte que, en fait, les patients, ils allaient de mieux en mieux, qu'on arrivait à avoir des rémissions complètes, durables, mais qu'il fallait qu'on trouve des moyens que le patient qui est en rémission complète, il puisse avoir une qualité de vie correcte. Et quand on regarde un petit peu comment dire, ce que vous vivez, enfin, je me suis dit plusieurs fois, est-ce qu'il y a moyen de l'illustrer? Et vous voyez l'image qui apparaît, ça c'est moi qui, en cherchant avec l'intelligence artificielle, j'ai mis cette image-là. C'est ce que je ressens quand je suis avec les patients. Le patient qui va vers le fait d'être guéri un jour, c'est un peu le Graal dans le myélome, il est quand même sur un fil avec beaucoup d'angoisse, avec le risque de tomber. Vous voyez qu'il y a l'horloge qui est un peu le temps qui passe. Et c'est pas facile d'être confiant. On vous dit tout va bien, vous êtes en rémission complète, mais le patient lui-même, il a quand même l'impression d'être sur un fil. Et puis il risque de tomber un peu dans les travers de la dépression, avec les anxiolytiques qui seraient peut-être voilà la solution miracle, mais qui ne l'est pas du tout. Et le but et de vous éviter de tomber sur ce fil, et puis de tomber non plus dans les travers de tous les miracles de l'homéopathie qui marcheraient soi-disant, mais en fait, ça n'apporte que du sucre. Euh, et voilà, c'est de transformer votre chemin avec l'activité physique adaptée. Vous passez d'une corde à une piste de stade et vous faites du muscle et ça marche. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est peut-être que du blabla. Non, d'un point de vue scientifique, franchement, il y a des études. Il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière à l'ASCO. Alors, c'est pas dans le myélome, c'est dans le cancer du côlon, où ils ont fait un programme d'activité structuré
Alors c'était long, hein, ils ont pris quasiment 900 patients pendant 3 ans. Une fois que les patients avaient été opérés, avaient eu de la chimiothérapie, pour un cancer du côlon stade 3, eh ben, en fait, les patients qui faisaient une activité physique franchement régulière, ça a donné une efficacité à la fois sur leur santé, mais aussi sur leur survie. Donc ça a fait beaucoup de bruit, cette étude challenge, parce que ça faisait autant que certains médicaments. En fait, c'est un essai de phase 3, hein, on leur a dit, ben, soit on vous donne juste des conseils, soit on les prend en groupe et on leur fait faire de l'activité physique de façon régulière. Et l'étude challenge, elle a montré un gain en survie, donc ça a fait beaucoup de bruit. Dans le myélome, il n'y a pas énormément de littérature, mais il y en a quand même quelques-unes qui sortent et qui montrent que quand on va faire bouger les patients qui ont un myélome, ça a un effet aussi sur l'immunité. Alors c'est sûr qu'à l'heure des nouveaux traitements, on se pose la question, est-ce que véritablement c'est utile? Mais clairement, quand on fait de l'activité physique régulière, on a nos lymphocytes qui sont moins épuisés, si vous voulez. Ça, c'est ce qui sort des données scientifiques. Ici à Strasbourg, on a essayé de regarder si on pouvait évaluer les patients en termes de force musculaire. Donc moi, je me suis rapprochée des oncologues. Vous savez que dans le cancer du sein, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui montrent que de faire de l'activité physique adaptée, ben, c'est quelque chose d'important. Et on a essayé de tester chez les patients quelles étaient leurs forces musculaires. Et on s'est rendu compte avec les chercheurs que vous avez une maladie qui au début vous altère parce que vous avez mal, parce que vous n'êtes pas bien, mais la force musculaire, si le diagnostic n'a pas pris des mois et des mois, vous en avez et il y a moyen de vous faire progresser. Et donc, les chercheurs qui étaient habitués à étudier l'effet de la chimiothérapie sur le muscle dans le cancer du sein, les premiers mois, ils m'ont dit, mais en fait, ça marche pas ton truc parce qu'on ne voit pas la toxicité de la chimio sur les muscles. J'ai dit, ben non, parce que dans le myélome, quand on fait de la chimiothérapie, on améliore les gens. Donc, on avait l'effet inverse, vous voyez. Vous voyez que les myélomes, ils allaient de mieux en mieux et la douleur diminue au fur et à mesure des traitements. C'est des traitements de première ligne. Et on voyait que, en fait, les patients, ils allaient mieux. Il y avait, voilà, c'est des premiers éléments, mais ça allait à l'encontre de ce que cherchaient les chercheurs qui cherchaient à trouver la toxicité de la chimio sur le muscle. Et ben dans le myélome, il n'y a pas de toxicité sur le muscle. Au contraire, le malade a moins mal. Du coup, il bouge plus et du coup, il va mieux. Donc, si on regarde maintenant quelles sont les données comment dire, des soins oncologiques de support. Donc, il y a des médecins qui font que du soin de support, qui ne sont pas que des hématologues, qui ont réfléchi en disant est-ce que l'activité physique adaptée, quelles sont les recommandations qu'on peut faire? Donc, vous voyez que dans les recommandations globales en cancérologie, on va vous dire il faut faire une intensité progressive, il faut faire des petites séances quotidiennes, 10 à 20 minutes. À chaque fois, il faut s'échauffer. Il faut privilégier l'activité de groupe lorsque vous pouvez, parce que quand on est un groupe, on va avoir tendance à plus y aller parce qu'il y a les autres qui vous attendent. Mais toutes ces recommandations de l'AFSOS, voilà, le but de l'appliquer chez les patients myélome, c'est pas toujours très très facile parce que vous avez aussi des critères au début ils mettaient attention, on peut pas le faire quand on a un risque de fracture, on peut pas le faire quand on a des globules blancs bas. Donc c'est sûr qu'il faut pas commencer à faire du parachute ou du VTT en descente ou du ski quand on a un myélome qui est pas stabilisé. C'est clair qu'il faut être quand même précautionneux, il faut faire attention. Donc, avec les membres de l'IFM, on essaye de faire des recommandations en vous disant qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on a essayé de dire pourquoi est-ce qu'il faut en faire, parce que ça va vous aider à diminuer les effets secondaires de vos traitements, comme la fatigue et comme la fonte musculaire qu'on appelle la sarcopénie, que quand on fait de l'activité physique adaptée, on diminue le risque de la fracture parce que l'os, si vous marchez de façon régulière, eh bien, l'os se remodèle plus facilement. Comment en faire? J'ai envie de dire, c'est à chacun d'entre vous de trouver les moyens de faire. Moi, avec les patients, je découvre tous les jours d'autres sports, parce qu'il y en a qui me parlent du tai chi, je connaissais pas. Il y en a qui me parlent de sports plutôt asiatiques, ou alors qui vont adapter. J'avais par exemple un monsieur qui faisait de l'alpinisme et qui au début était très déçu. Il me dirait, je ne pourrais pas grimper en haut des sommets de l'Himalaya. Je dis, peut-être pas maintenant. Et il s'est mis à faire de la marche dans des petits groupes. Et puis petit à petit, il a monté les groupes et c'est devenu maintenant un des membres fondateurs des groupes de randonnée, par exemple. Et il s'est dit, mais en fait, si vous ne m'aviez pas encouragé, j'aurais tout abandonné parce que j'avais dans ma tête l'Himalaya. Et maintenant, mon Himalaya, c'est peut-être un petit sommet, mais tout aussi intéressant et tout aussi motivant.
Donc, je pense qu'il faut que vous regroupiez, vous regardiez un peu autour de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et que oui, il faut éviter les endroits bondés avec tout plein de monde si vous êtes en cours de traitement et que votre système immunitaire n'est pas bon. Mais il faut essayer de trouver le moyen de faire. Et la chose que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est 30 minutes par jour. C'est beaucoup, 30 minutes par jour. Mais ça peut être d'aller chercher le pain en marchant plutôt qu'en prenant la voiture. Ça peut être d'aller se faire une balade alors que on n'a pas forcément envie. Ça peut être de faire une activité de gym douce en vidéo avec des amis. Voilà, il faudrait arriver à placer l'activité physique comme vous vous brossez les dents. Et 30 minutes par jour, c'est peut-être beaucoup, mais peut-être qu'il y a certains jours où vous ne le faites pas. Mais si vous vous fixez en disant tous les jours, j'essaye de trouver le moyen de ne pas rester assis sur une chaise toute la journée, vous allez voir que ça va avoir un impact sur votre masse musculaire et sur votre forme. Après, il y a la difficulté de l'estime de soi. Ça, c'est quelque chose je pense qu'on appréhende mal dans le myélome. Quand on discute avec les patients myélome, on se rend compte que beaucoup d'entre vous, vous vous dites non, mais je ne peux pas faire de l'activité physique parce que vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, je ne sais plus rien faire, j'y arrive plus, ou je ne vais pas rentrer dans un groupe qui fait de la gym douce parce que tout le monde va me regarder. Et ben, l'image de soi, elle est à changer. Donc, tous les sports s'adaptent. Là, à Strasbourg, par exemple, tous les vendredis, on fait de la boxe. C'est clair que comment je rentre dans la chambre du patient en disant est-ce que vous voulez venir avec moi pour faire de l'activité physique adaptée et qu'ensuite je lui explique que c'est de la boxe, le premier, le premier effet, c'est en général de la boxe, mais moi, j'ai jamais fait ça. Regardez le sourire que ça donne aux gens. J'essaye, parce que c'est moi qui prends les photos, de capter le changement de regard. En fait, au début, quand les gens commencent la séance, ils ont un regard fermé, et puis petit à petit, ça s'ouvre, et l'image de soi, elle change. Et quand on les prend en photo, ils se rendent compte qu'ils sont beaux, qu'ils sont combatifs et qu'ils sont sportifs, alors qu'ils l'imaginaient probablement pas une demi-heure avant. Le groupe, là aussi, si on fait une activité en groupe, on sait qu'on est attendu. Je pense que c'est plus facile. Donc, sollicitez vos amis, dites-leur que le meilleur cadeau qui vous ferait, c'est peut-être de vous proposer d'aller faire une randonnée à votre rythme à vous, parce qu'il faut l'adapter. Et c'est pas grave si on marche lentement. Le but, c'est d'aller progressivement et de grimper. Donc, si vous retenez ce soir que l'activité physique adaptée, c'est un moteur pour les patients et pour les soignants, je suis sûre que si vous en discutez avec votre hématologue, que vous dites, voilà, j'aimerais pouvoir faire de l'activité physique adaptée, est-ce que vous pensez que je peux faire ça, ou qu'est-ce que vous me conseillez, ou au contraire, simplement que vous lui donnez une solution, parce que moi, je suis toujours preneuse quand les patients me montrent, voilà, qu'ils font du tai chi, qu'ils font La qu'ils marche font un nordique. vous ne connaissez pas, de la marche nordique, exactement, ça muscle. Et que du coup, le chemin, on passe d'une espèce de corde raide à un chemin quand même plus sympathique pour aller vers une rémission à long terme qui est plus durable et qui est plus facile à atteindre. Voilà, et vous retenez 30 minutes par jour. Je pense qu'avec ça, je vous donne déjà une clé pour essayer d'aller mieux et de lutter contre la fatigue. Le fait de bouger chez soi aussi, est-ce que ça peut aider? Bah oui, Parce franchement. que une euh, femme, on a généralement beaucoup à faire dans une maison. Bah oui, déjà, je pense que de bouger, c'est utile. Après, ressortez le vélo qui est au fin fond du garage. Il y a plein de monde qui a comment dire, des vélos d'appartement qui prennent la poussière, hein. Mais parce qu'ils se disent, oui, mais si je fais pas 1 heure, alors c'est pas bien. Non, mais 10 minutes, ça suffit, en fait. Surtout sur les vélos d'appartement, parce que 10 si on minutes, les pousse un peu, c'est voilà. costaud. 10 minutes sur un vélo dans l'appartement, dites-vous que j'ai fait 10 minutes, c'est toujours mieux que rien. Et dans les études scientifiques, ils montrent que des petites activités répétées, elles font beaucoup mieux qu'une grosse activité et ensuite on est KO pendant 3 4 jours et on fait plus rien. Donc, c'est vraiment la répétition qui stimule la masse musculaire, qui stimule les articulations et qui fait que la fatigue diminue. Moi, je suis parfois impressionnée de voir certains patients qui étaient parfaitement sédentaires avant la maladie et qui deviennent de vrais sportifs avec leur adaptation, mais voilà, qui arrivent à trouver les moyens de garder une activité physique. Et je vous assure qu'ils vont beaucoup mieux. Ils diminuent le nombre d'antidépresseurs, le nombre d'anxiolytiques, ils reprennent les rênes de leur vie et ils ont beaucoup moins besoin qu'on leur donne des médicaments pour lutter contre l'angoisse, par exemple, parce que ça devient leur propre thérapeutique. Voilà, je ne sais pas s'il y Merci. a des questions avec ça. Alors, on a le chapitre donc des activités physiques qui nous a été expliqué par le docteur Zoldak. Alors, comment stimuler son système immunitaire en dehors donc
de l'activité physique, il faut faire attention, vous en avez parlé, ce sont les fameux médicaments qu'on vous propose et qui sont complètement Ah oui, parfois il y a inefficaces et dangereux. Ouais, moi j'ai des patients qui me montrent qu'on leur donne des super stimulants, des boostants ou alors des désintoxicants. Enfin, ça n'existe pas. Les médicaments qui vont stimuler leur système immunitaire, quand on est immunodéprimé à cause d'un myélome, parfois on peut avoir besoin d'immunoglobulines. Donc ça peut être une thérapeutique qui est administrée soit à domicile, soit à l'hôpital, lorsque le taux de gamma-globuline, c'est-à-dire la fabrication propre d'anticorps, est très altéré. Et ça, avec les nouvelles thérapeutiques, notamment avec les anticorps bispécifiques, on en a franchement besoin. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est un médicament qui va remonter l'immunité humorale lorsqu'on en a besoin. Mais autrement, on n'a pas de gélule ou de capsule qui va tout Non, d'un coup booster votre système immunitaire. Ça n'existe pas. Et je pense que c'est important voilà, de pas tomber dans les mains de charlatans, parce qu'il y en a quand même oui, beaucoup. Ça, c'est clair, hein. notamment sur Internet. Notamment sur Internet. Voilà. Et donc, les questions, Voilà. c'est que effectivement, parfois, on n'a pas d'anémie, on a une fonction normale, mais on a un épuisement. Donc, une partie de cette fatigue, elle peut être liée à nos traitements, ça c'est possible, mais il y a aussi, je pense, un déconditionnement à l'effort. Et parfois, il ne faut pas hésiter à demander une ordonnance pour aller voir le kiné, parce qu'on ne va pas aller en salle de sport comme ça quand on a un Non. myélome. Mais je pense qu'un déconditionnement à l'effort, c'est quelque chose qui est induit par les traitements et la prise en charge. Et là, aller voir un kiné en disant, ben voilà, j'ai eu un traitement, j'ai de la chimiothérapie en cours ou j'en ai eu auparavant, et je sens que j'arrive plus, je suis déconditionnée, j'arrive plus à reprendre parce que je suis épuisée. Il va vous montrer quels sont des exercices que vous pouvez faire de façon progressive pour essayer de lutter contre ce déconditionnement. Et oui, il faut de la patience et il faut un peu d'acharnement parce qu'au début, c'est pas facile. Juste, si je peux me permettre, au niveau de la fatigue, souvent quand on est scotché par la fatigue dans son fauteuil et que c'est extrêmement... Le plus compliqué, c'est de se lever de ce fauteuil. Et quand on y revient, on est mieux, même si on a fait 100 mètres, 200 mètres. Enfin, moi, je me souviens au début de les grandes fatigues, j'avançais poteau téléphonique par poteau téléphonique, j'en rajoutais un à chaque fois, parce que je suis habité au bout d'un chemin. Et voilà, mais à chaque fois que je revenais, j'étais beaucoup mieux qu'en partant, même si ça me paraissait insurmontable de me lever du fauteuil, quoi. Ah. Mais c'est clair que c'est pas facile. Si on a une mauvaise image de soi, on va se dire j'en suis pas capable. Moi, par exemple, les patients que j'adresse en rééducation fonctionnelle, ma collègue de rééducation fonctionnelle me dit souvent qu'elle les reconnaît dans la salle d'attente. Parce que ils vont l'aborder en disant je sais pas ce que je fous là parce que le médecin m'a dit de venir mais en fait je suis capable de rien et en fait c'est pas vrai et ils se rendent compte une fois qu'ils commencent à faire un effort qu'en fait ben si ils sont capables, peut-être pas comme avant, mais ensuite on reprogresse petit à petit et faut juste pas se fixer des objectifs inabordables. Je crois que c'est surtout ça et y aller petit à petit, mettre du plaisir aussi. Si vous faites Oui, une activité physique qui est chiante, ben on n'a pas envie. Donc, il faut trouver le truc qui vous fait plaisir. mais là, Est-ce que c'est aller avec les petits-enfants? Est-ce que c'est aller avec une amie? Est-ce que c'est trouver un truc qui vous fait du bien, en fait, et qui vous fait plaisir? Et ça, c'est, je pense, un des meilleurs conseils. Vous posez la question, est-ce qu'il y a des chimios qui provoquent une plus grande fatigue que d'autres? Oui, je pense que oui, le Kyprolis, peut donner aussi des troubles digestifs. Donc, si on est un peu nauséeux, on est plus KO. Ça, je pense que c'est possible. Après, là aussi, il faut peut-être essayer de voir entre les médicaments qu'on met pour mieux supporter le traitement. Est-ce que ça va diminuer la fatigue? Est-ce que parfois, il faut rajouter un petit peu de corticoïdes pour que ce soit mieux toléré? C'est parfois une des solutions. Et vous vous dites, quand les douleurs deviennent insupportables et que les solutions n'ont rien d'autre que les médicaments, codéine, morphine, il faut parfois se tourner vers les médecins spécialistes de la douleur, hein. Il y a des centres spécialistes de la douleur avec des médecins dont c'est le seul travail pour utiliser d'autres voies avec l'hypnose, avec la photomodulation, par exemple, pour les neuropathies. Il y a plein de pistes, hein. Il y a encore de la recherche qui est en cours parce qu'effectivement, je pense que pour le patient myélome, par exemple, la neuropathie, c'est la douleur la plus casse-pied parce qu'elle agace, parce qu'elle empêche de dormir, parce que enfin, là, les patients, ils me disent, c'est par moments insupportable, ça me
pollue la soirée parce que je suis à peine assis dans mon canapé, que tout d'un coup cette douleur elle arrive, ou le soir quand je m'allonge. Il faut chercher. Ne renoncez pas à chercher parce que pour chaque patient, il faut trouver le moyen de, de lutter contre les douleurs ou les effets secondaires. Donc, continuez de chercher, continuez à nous embêter quand vous dites bah, vous n'avez pas répondu à mes questions. Bah, et nous aussi, il faut qu'on cherche et qu'on vous aide. Euh, vous posez la question, est-ce qu'il y a des contre-indications à faire de l'activité physique adaptée? Si vous gardez le A de adapté, vous avez la réponse en fait. Donc, même de la boxe, je vous disais, ben non, si la boxe elle est adaptée, on peut la faire. Bien évidemment, si vous avez un risque fracturaire aigu au début de la prise en charge, il ne faut pas commencer à aller faire quelque chose où vous avez des impacts. Donc, je pense essayer d'éviter les sports à impact. Mais autrement, bah, nous, la boxe, on fait sans impact, par exemple. Et puis, vous demandez encore, est-ce qu'il y a un risque d'accoutumance aux médicaments? Bah, tous les médicaments antalgiques type morphinique, on peut avoir une accoutumance au bout de X temps d'utilisation, ce d'autant plus qu'on n'a pas cherché à la baisser. Moi, je pense que le médicament antalgique, dès que la douleur diminue, bah, il faut arriver à baisser progressivement ce médicament-là de manière à pouvoir l'arrêter au final. Mais quand on fait ça, ça se passe bien. Donc, et la dernière question, c'est comment est-ce qu'on peut accéder à des activités à pas en zone rurale? J'ai envie de dire, il faut que vous les créez. Trouver des coachs sportifs, aller vers les facs qui font Il y a plein de jeunes qui veulent se lancer là-dedans, aller convaincre le maire qu'il faut faire de l'activité physique adaptée pour dans un petit coin. Et moi, je vois parfois des initiatives absolument géniales qui naissent de la force des patients, qui disent, ben, moi, j'avais rien dans mon bled, et ben, je suis allée voir le maire pour savoir si je pouvais avoir accès au gymnase. Et puis, je connais un tel qui connaît un tel qui connaît un coach sportif. On a trouvé les financements et on a mis en place une activité physique adaptée. Quand même, les jeunes qui font STAPS, c'est-à-dire qui font sport, il y a des sous-spécialités APA et APA cancéro. Donc, ils ont de vraies formations. Donc, voilà, il ne faut pas prendre n'importe quel coach sportif. Il faut faire un coach sportif qui a l'étiquette activité physique adaptée. Et il y a des vraies demandes. Les jeunes, ils sont passionnés. Moi, je vois, enfin, j'ai tous les mois un jeune qui me propose en disant, je suis coach sportif, je voudrais faire de l'APA. Je crois que la jeunesse, elle a vraiment envie de se lancer dans ces défis-là, de pouvoir faire de l'activité physique adaptée. Regardez simplement le succès des courses roses. Hein, au début, c'était 10-15 femmes qui couraient dans le centre-ville. Là, maintenant, à Strasbourg, c'est une marée rose qui, au mois d'octobre, défile. Les gens n'ont plus peur de dire j'ai un cancer et je fais du sport. Donc, vous non plus. En tout cas, un grand merci à nos deux docteurs pour ces renseignements vraiment précieux pour tous, pour toutes. Et je remercie Audrey pour le support, Laurent pour ses remarques. Voilà, je crois qu'il va être bientôt temps de nous quitter. En tout cas, je vous encourage à bouger. Il y avait juste une question un peu ouverte à Oui. tout le monde. Une patiente qui demandait si quelqu'un avait utilisé la cryothérapie. Donc, je Ah, suppose qu'elle fait allusion au bain dans les glaçons comme les grands sportifs. Moi, je n'ai aucune expérience. Cécile? J'ai des patients qui ont tenté, oui, effectivement, la cryothérapie en post-musculaire. J'ai deux patients qui me disent que ça leur fait du bien après avoir fait un effort de faire du froid. J'ai un autre patient qui dit que ça réveille sa neuropathie. Je n'ai pas trouvé d'études sur ça pour l'instant. On dit que c'est utile quand il y a vraiment un échauffement musculaire intense chez les sportifs de haut niveau. Pour l'instant, je pense qu'il faut encore qu'on étudie, qu'on cherche. Mais Voilà, on n'a pas prouvé que ça soit pas contre-indiqué faisable ou pas, déjà. hein. Donc, voilà, mais testez-le peut-être au début pas avec des glaçons, quoi. Simplement un bain froid la première fois, tu vois ce que ça donne. Il y a des patients qui apprécient, Moi, je d'autres, vois déjà voilà, ceux qui s'habituent à ouais, la à se physique mettre et dans les glaçons, qui peut-être plongent. mettre de l'eau fraîche et puis voir ce que ça donne petit à petit. Ouais. Ou on va alors déjà laisser en Audrey. local, là, parce que c'est vrai qu'on l'utilise aussi pour les sportifs quand ils se blessent, pour diminuer Ouais, l'œdème, la douleur locale, avant de plonger dans la baignoire avec les glaçons. on va laisser Audrey Merci Conclure. Margaret conclure. et merci Cécile. De- On vous sent passionné et vraiment au service des malades et ça, c'est vraiment toujours un plaisir de vous écouter, de Alors, ça fait partager avec longtemps vous. maintenant, hein. On a l'habitude. Bah, mais quand même, On est c'est devenu un couple. Voilà, tout à fait des stars. toujours avec plaisir avec Margaret. Donc, Partagé.
Je mets un point parce que je vois vos commentaires. Je suis désolée, il y a une petite erreur dans la slide précédente. Donc, dans le chat, effectivement, vous avez le lien pour vous inscrire pour la webconférence de la semaine prochaine. Là, on est bien en 2026, mais visiblement, Oui, mon cerveau est pas d'accord d'être en 2026. Voilà, c'est Le juste ça. mardi 3. Le Mais mardi c'est 3. bien, voilà, le mardi 3, vous aurez la dernière webconférence de ce cycle qui est sur les répercussions sur la vie relationnelle sociale chez les malades du myélome qui sont encore en activité professionnelle avec Karen Kreuter. Donc n'hésitez pas, bah, si vous voulez déjà vous préinscrire, sinon dans tous les cas, vous aurez un mail, ça sera également relayé sur les réseaux sociaux, je m'en occuperai personnellement, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, c'est un très très grand plaisir d'avoir passé cette soirée avec vous. Et effectivement, Cécile et Margaret nous gâtent parce qu'on voit qu'elles sont passionnées par ce qu'elles nous disent. Et donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci à Viviane pour la présentation, à Laurent et bien évidemment à Cécile et à Margaret de répondre toujours présentes à ces invitations. Et on vous souhaite tous une très très bonne soirée et à très bientôt. Et bravo Audrey pour votre animation, toujours impeccable. merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Bonne vous. soirée à tous. Bonne Bonne soirée, soirée. au revoir.